Bonsoir à tous et bienvenue, très heureuse de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numérique Câble et Bouygues en France. Avec moi ce soir, Geneviève Laouché. Bonsoir Geneviève. Bonsoir Getty. Comment allez-vous? Bien, en cette veille de week-end. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Erika Barrette, la ministre de l'Outre-mer, est arrivée cet après-midi sur notre territoire. Au début du mois d'octobre, la municipalité foyalaise a proposé à ses administrés un véritable voyage dans le temps en retraçant l'histoire d'un quartier phare de la capitale, Terre-Saint-Ville. C'est demain à 16h que démarre le relais pour la vie et contre le cancer au stade Georges Gracian au Lamentin. Plus de 200 personnes étaient présentes mardi 18 octobre à l'école d'Ancamé à Rivière-Pilote pour participer à une manifestation intitulée « Jounin en temps longtemps ». Enfin, nous vous parlerons de ce premier petit déjeuner conférence sur le thème de la digitalisation des entreprises aux Antilles qui s'est tenu le jeudi 20 octobre à l'Arobase au Casino Batelière. Et pour commencer ce journal, Erika Barrette, la ministre de l'Outre-mer, est arrivée cet après-midi sur notre territoire. À Fort-de-France, elle a participé à l'inauguration d'une opération de réhabilitation de logements, à la visite d'une entreprise du secteur numérique créée par de jeunes Martiniquais, avant d'assister à la mise en place d'un conseil citoyen à Sainte-Thérèse. La ministre s'est également rendue dans les communes où elle a notamment pu évaluer les dégâts de la tempête Mathieu sur la culture de la banane. Bien sûr, ce voyage était aussi l'occasion pour Erika Barrette de détailler les grands enjeux du projet de loi d'égalité réelle entre les Outre-mer et l'Hexagone. Lorsqu'un membre du gouvernement se déplace dans une région, il y a ce que l'on voit et ce que l'on voit moins. Ce que l'on voit, c'est évidemment cette personnalité dans ses principaux déplacements. Ce que l'on voit moins, c'est le travail des conseillers qui l'accompagnent. À 11h30 ce matin, vendredi, à la préfecture, le personnel du CAMSP, Centre d'action médico-sociale précoce, et la CDMT Santé ont été reçus par M. Dutoya, le conseiller emploi et affaires sociales de la ministre des Outre-mer. Notons que ces mêmes personnes vont participer à une table ronde lundi, le 24 à 16h avec Francis Carole à la CTM. Rappelons que le personnel du CAMSP est toujours en droit de retrait de travail. Cela fait maintenant plus d'un mois. Mardi, la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, a annoncé une série de mesures pour lutter contre l'absentéisme des professeurs. Parmi ces mesures, une meilleure information des parents d'élèves, le renforcement du vivier de remplaçants ou encore l'amélioration de la gestion du remplacement. En Martinique, pour l'Union des parents d'élèves, l'UPEM, il faut d'abord faire un état de lieu spécifique avant de pouvoir envisager l'application de ces dispositions. En tout cas, notez qu'en 2015, la Fédération des conseils de parents d'élèves a recensé 40 000 journées de cours perdues au niveau national, d'après les signalements de parents sur le site où il y a passe-cours. Geneviève, une réflexion? Oui, alors ce sont encore des déclarations qui relèvent un petit peu de l'effet d'annonce. Il y a certainement un grand nombre de journées perdues parce que les enseignants n'en peuvent plus. Parce que les élèves sont difficiles et, enfin en tous les cas, certains élèves le sont. Et les professeurs sont parfois impuissants face aux élèves. Ils ne sont pas forcément soutenus par leur hiérarchie. Et avec cette politique de limitation des dépenses de l'État, eh bien, les surveillants, enfin tout le personnel qui n'est pas enseignant mais qui est supposé encadrer les élèves est largement insuffisant. Donc vous avez dans les couloirs des élèves qui courent, des élèves qui ouvrent les portes, des élèves qui font absolument
qui ouvrent les portes des salles où il y a cours et qui partent en courant. Bien évidemment, le professeur ne va pas courir derrière eux. Donc, en fait, il faut gérer le bruit permanent, l'indiscipline et l'insolence parfois des élèves à l'intérieur de la salle de classe. Et donc, certains enseignants n'en peuvent plus. Donc, les mesures annoncées, remplacées plus facilement, etc. Je crois que c'est vraiment beaucoup de bruit et beaucoup de mots pour rien. Il s'agirait de véritablement mettre le nombre de personnes nécessaires dans les établissements scolaires et la tâche des professeurs en serait largement allégée et certainement que l'absentéisme, si l'absentéisme il y a, eh bien, serait bien moindre. Merci Geneviève. René Bramban, le premier adjoint de Christian Raffa, le maire de Saint-Pierre, est décédé hier. Outre son action au service de sa commune, cet homme politique était également très proche des associations d'anciens combattants. Au début du mois d'octobre, la municipalité foyalaise a proposé à ses administrés un véritable voyage dans le temps, en retraçant l'histoire d'un quartier phare de la capitale, Terre-Saint-Ville. À tous ceux pour qui la mémoire compte, ils comprendront à quel point il était important pour nous, équipe municipale, de transmettre et d'habiter nos mémoires afin de renforcer nos bases, notre identité, notre culture, nos racines. Ce sont ces mots, ceux de Didier Laguerre, le maire de Fort-de-France, que l'on retrouve sur la première page de la brochure « Mémoire foyalaise, patrimoine, société et tradition », brochure donc semestrielle proposée par la municipalité foyalaise aux administrés de la ville. Son objectif, permettre aux habitants de la capitale de revenir sur l'histoire de leur ville, une histoire qui a vraiment marqué l'évolution de la Martinique après 1902, lorsque Saint-Pierre, alors ville capitale, s'effondre suite à l'éruption de la montagne Pelée. Vous le savez, c'est ainsi Fort-de-France qui la remplace en devenant à son tour le chef-lieu de l'île. Dans la brochure Mémoire foyalaise, c'est la naissance du quartier Terre-Saint-Ville qui est longuement évoquée. Nous étions d'ailleurs conviés à une conférence sur ce sujet le 6 octobre dernier à la mairie de Fort-de-France. En effet, dans le cadre de rencontres autour de conférences et d'exposés intitulées « Nos rendez-vous du jeudi », la municipalité proposait aux Foyalais de découvrir ou redécouvrir les quartiers qu'ils habitent et s'approprient au quotidien. Du Petit Brésil avec la sucrerie de l'habitation Saint-Ville, laissée à l'abandon en 1826, à l'émergence des Terres Saint-Ville devenues le quartier foyalais que nous connaissons aujourd'hui, en passant par Obéro, quartier indien disparu en 1970, après le passage de la tempête Dorothy, l'histoire a été retracée, expliquée, ravivant les souvenirs de ceux qui y ont vécu autrefois ou qui l'ont en tout cas connu. Terre-Saint-Ville, la place Abbé-Grégoire, l'avenue Jean Jaurès, entre autres, ont ainsi revêtu leur couleur d'antan l'espace d'une soirée. Que pensez-vous de ce type de rendez-vous, Geneviève ? Je pense que c'est une excellente initiative. Je pense que c'est vraiment important que les gens connaissent leur histoire, et notamment leur histoire proche, et qu'ils puissent faire en fait le lien entre ce qu'ils vivent aujourd'hui et ce qui s'est passé hier. Il y a encore toutes les traces de ce vécu, et c'est une des meilleures façons, à mon sens, d'aider les gens à avoir une fierté d'eux-mêmes, une fierté de leur groupe, du groupe humain auquel ils appartiennent. Je pense que savoir mieux quelles sont ses racines, c'est se sentir beaucoup plus solide, en fait. Merci Geneviève. Et puis, on en parle sûrement moins qu'auparavant, mais le sida n'en reste pas moins une préoccupation constante des autorités. C'est ce dont témoigne la manifestation qui aura lieu le mardi 29 novembre à 16h à l'Assemblée nationale, à l'initiative d'une association qui s'appelle ELCS, les élus locaux contre le sida. C'est demain à 16h que démarre au stade Georges Gracian, au Lamentin, le relais pour la vie et contre le cancer. L'objectif est de réunir 100 000 € destinés à la réalisation d'un centre de bien-être pour les malades. Mardi 18 octobre, dans le cadre de la Semaine Bleue, l'école d'Ancamé à Rivière-Pilote organisait une manifestation intitulée « Jounin en temps longtemps ». Plus de 200 personnes étaient présentes ce jour-là pour participer à cet événement de mise en valeur de notre culture traditionnelle.
Les professeurs et leurs élèves, bien sûr, mais également des parents et des personnes âgées venues partager leur expérience. Les écolières vêtues de jupes à carreaux colorées et le front entouré de madras, ainsi que leurs camarades, ont participé avec joie aux nombreux ateliers qui leur étaient proposés. L'occasion pour les jeunes et moins jeunes de découvrir ou redécouvrir des objets, des usages, des distractions, des soins et des saveurs qui ont fait le quotidien des générations qui nous ont précédés. Aperçu en images de cette belle journée de rencontres intergénérationnelles. Les enfants ont l'air intéressés par ce type de rendez-vous. Ben oui, ils ont l'air intéressés et là aussi c'est une excellente initiative puisque c'est rapprocher les enfants de leurs racines, hein, de ce qu'étaient leurs parents, leurs grands-parents, leur faire connaître ce qu'ils sont parce que c'est vrai qu'on est un petit peu envahi par des cultures venues d'ailleurs, leur faire connaître aussi tout ce qui est bon. On a vu, ça nous a donné faim, enfin en tous les cas moi ça m'a donné faim, tout ce qu'il y a de bon à manger ici chez nous, donc c'est une sorte de vaccin contre la restauration rapide là, dont je ne veux pas citer de nom. Donc c'est une excellente initiative. Merci Geneviève. Comme chaque année, le collège Edmond-Lucien Vallard du Saint-Esprit organisait son traditionnel cross. C'était le mercredi 19 octobre. Pour sa 7e édition, ce cross a rassemblé plus de 800 élèves. Il y avait tous les niveaux du collège ainsi que tous les CM1, CM2 des écoles primaires de la commune. C'était donc un événement important, pas seulement pour le collège Edmond-Lucien Vallard, mais pour l'ensemble de la commune. D'ailleurs, les rues du Saint-Esprit faisaient partie du parcours. Comme l'a souligné Jean-Pierre Hachet, le principal adjoint du collège, cette manifestation mobilise chaque année de nombreuses personnes. Le personnel encadrant, les parents, les agents municipaux, les pompiers, mais aussi la gendarmerie et la police municipale. Tous veillent à ce que ce cross se fasse en toute sécurité et dans de bonnes conditions. Pour Carole Chou, professeure de PS, qui a très activement participé à l'organisation de cet événement, il s'agit de favoriser le partage de valeurs entre les élèves, des valeurs comme la solidarité, l'entraide, mais aussi le goût de l'effort. Le parcours n'est pas long, mais il est exigeant. Chaque année, donc, c'est avec joie que les élèves participent à cette compétition qui se clôture par une remise de prix. Pour être en bonne santé, il faut bouger, donc c'est intéressant aussi ce genre de rendez-vous. Ah, mais c'est extrêmement intéressant. Et puis ces valeurs de solidarité et d'effort ont besoin effectivement d'être mises en avant. Merci Geneviève. Les employés de l'Office départemental de l'eau, en grève depuis 4 mois et en conflit avec leur directrice, dont ils réclament le départ, pointent maintenant du doigt l'immobilisme du président du conseil d'administration, qui n'est autre que le président de l'Assemblée territoriale, Claude Lise. Il affirme, quant à lui, avoir fait tout son possible et s'être lui-même heurté à la position de la directrice. La situation pourrait cependant évoluer positivement, puisque cette dernière ne compte, a priori, pas demander le renouvellement de son contrat qui s'achève en décembre. Et puis, si vous avez décidé de construire une maison ou de rénover votre domicile, une visite ce week-end au Salon de l'Habitat au stade de Dillon pourra sans doute vous aider dans la réalisation de votre projet.
Toujours à propos de l'habitat, sachez que désormais, l'ensemble des copropriétaires risquent d'être solidaires pour le paiement de certaines charges qui jusqu'ici n'incombaient qu'à un seul copropriétaire. Exemple, si l'un des copropriétaires ne paye pas ses charges et qu'il s'avère nécessaire pour la copropriété de prendre un avocat pour entamer des poursuites contre lui, les frais ainsi engagés seront à la charge de l'ensemble de la copropriété et non à la seule charge du mauvais payeur. Affaire à suivre. Lundi 17 octobre, devant une trentaine de personnes, Manuel Baudouin, le directeur de la Chambre de commerce et de l'industrie de la Martinique, présentait le SDUC 2016, le schéma directeur d'urbanisme commercial. L'objectif principal du SDUC est de fournir aux politiques les instruments d'analyse qui jusqu'ici faisaient globalement défaut afin d'élaborer une stratégie d'aménagement commercial sur le long terme pour notre territoire. Et ce travail minutieux de collecte et de traitement de l'information ne s'est certes pas fait en un jour puisque le SDUC 2016 a été lancé le 26 mars 2015. Réalisé en collaboration avec les collectivités, l'ADEME et la DEAL, le SDUC rend notamment compte des évolutions de notre économie ces dernières années, comme la baisse démographique, l'apparition du e-marketing et le développement du tourisme de croisière. Pour l'horizon 2020, les principales orientations proposées se déclinent autour de 5 grands axes. Favoriser le rééquilibrage géographique de l'offre commerciale sur la Martinique, redynamiser les centres-villes et centres-bourgs en favorisant leur attractivité commerciale, encourager le commerce de proximité, étudier les alternatives pour pérenniser l'offre commerciale existante et enfin, prendre en compte les enjeux du développement durable. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.